toujours la première question qui est la plus dure, je ne vais quand même pas me la poser moi-même, à moi-même. Je vais commencer. Ah, super, merci beaucoup. Moi, ce que je retiens dans mon dernier propos, c'est que le changement de mode de vie, ce qu'on appelle communément la recherche d'une certaine sobriété, donc, et c'est quand même l'élément le plus déterminant. Parce que c'est ce qui... Et alors, je voudrais que vous alliez au-delà du constat. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur ce point-là, aussi bien en Occident que les pays en progression. Alors, là, si vous voulez, la réponse est, elle doit être nuancée. Mais juste avant la réponse, je vais la justifier. Pourquoi les modes de vie? Ce n'est pas simplement cette enquête, si vous voulez. Qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de la planète? Alors, je n'ai pas fini tout à l'heure, mais les événements extrêmes et la fragilisation de nos capacités à produire vont totalement péjorer la qualité de nos existences sur Terre. Donc, on a une ère où la planète est viable qui se réduit, et la qualité de nos existences va être péjorée. Bon, c'est ça l'enjeu. Et l'enjeu, c'est de desserrer un peu la mâchoire pour que la réduction de l'habitabilité n'aille pas jusqu'au bout, et pour que la péjoration, elle aussi, soit jugulée. Hein, c'est ça l'enjeu, si je veux vraiment te dire. Alors, on a tout d'abord la démographie, en termes de biodiversité, bien sûr. Plus vous avez d'êtres humains, et plus, évidemment, on pèse un certain poids sur les écosystèmes. On est une espèce animale comme les autres, et une espèce qui pullule, c'est au détriment des autres espèces. Et comme je vous l'ai dit, c'est un problème. Alors évidemment, là on cumule tout, on va atteindre une espèce de maximum aide de démographie, de risque et de danger, mais normalement ça devrait redescendre derrière. Puis puisqu'il nous arrive, j'ai aucun doute sur le fait que ça redescende derrière. En revanche, si vous voulez, ce qui détruit l'habitabilité de la Terre, c'est vraiment le niveau de richesse. Alors, première manière de vous le montrer, c'est eh bien, les 1% les plus riches au monde, c'est 15% des gaz à effet de serre mondiaux. Les 10% les plus riches, c'est 52% des gaz à effet de serre mondiaux. Et les 50% les plus pauvres, c'est 7% des gaz à effet de serre mondiaux. Et à la limite, en France, pour la France, c'est pas tout à fait ça, mais en fait, vous avez presque le même ordre de grandeur. Donc en fait, la goinfrerie nous tue. Et on devrait s'orienter, on devrait rechercher une forme de confort, d'aisance de vivre, mais qui ne soit plus associée à l'idée d'un enrichissement permanent et continu, mais à l'idée d'un optimum de richesse. Évidemment, cet optimum de richesse, puisque c'est le surcroît de richesse qui tue, devrait être assez égalitaire, c'est-à-dire être dans une fourchette assez étroite. On n'a pas une humanité encline à accepter ça pour le moment, hein. Mais c'est à peu près vers ça qu'il faudrait aller. Alors, si je reprends le schéma, on a une jeunesse qui, elle, a déjà commencé à changer ses modes de vie. On a parfois certaines élites, c'est étonnant. Par exemple, vous prenez une expérience là qui va se mener en France qui s'appelle 06 Planète, c'est-à-dire ce sont des gens, et c'est plutôt des gens à haut revenu, qui ont acheté 2 grands domaines et qui se donnent pour pari de vivre de façon autonome avec une empreinte de 06 Planète. Ils ne vont pas y arriver du jour au lendemain. Hein. Et de même que les gens qui s'installent aujourd'hui dans certains types d'exploitation, certains arrivent avec un certain pécule, et ils vont s'installer en agroécologie ou en permaculture, et donc avec des rendements qui sont très différents de celui du maraîchage ordinaire ou de l'agriculture ordinaire. Si vous voulez, moi j'ai publié une enquête qui a été faite en Suisse, avec un maraîchage permacole, avec la même surface, mais avec 10 fois plus de travail, vous avez 10 fois plus de rendement. Et donc, on voit qu'il y a une partie de la société qui est du parti de la jeunesse, une partie, pas toute la jeunesse, une partie de la jeunesse, souvent des gens qui, évidemment, ont déjà connu une autre forme de style de vie, etc., et veulent revenir à quelque chose de plus simple. C'est un phénomène qui existait déjà sous l'Empire romain, c'est assez marrant. On le retrouve aujourd'hui. Et puis, quels que soient les sondages,
on a en gros toujours à peu près 55% de la population qui répond d'une manière ou d'une autre qu'effectivement on n'échappera pas à la sobriété. C'est déjà énorme. Mais dire n'échapperai pas à la sobriété, ça ne veut pas dire que je l'accepte demain. Niet, hein. Donc, on voit qu'on a déjà une certaine forme d'ouverture. Et on a par exemple des phénomènes qui sont beaucoup plus importants, qu'on peut vérifier statistiquement. Nos étudiants, alors évidemment, si vous habitez dans la campagne, vous ne pouvez pas vous passer de voiture, mais les étudiants urbains ne passent plus leur permis de conduire. Ils se désintéressent complètement des voitures. Moi, quand j'étais gamin, quand mes parents avaient une voiture nouvelle, c'était une fête. Pour mes propres enfants, quand je changeais de bagnole, ils n'avaient rien à foutre. C'était totalement indifférent. Et les étudiants que j'ai eus, c'est rare ceux qui avaient le permis de conduire. Donc, on a des phénomènes de fond qui sont déjà là, qui ne sont absolument pas proportionnés à ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'ils le seront un jour? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que les difficultés qui vont aller crescendo vont encourager ces changements. Est-ce que ça arrivera à temps? Est-ce qu'on arrivera à faire? Est-ce qu'on fera à une échelle générale? Est-ce qu'on fera dans une aire seulement géographique importante? Évidemment, je ne suis pas Madame Soleil, je ne le sais pas. Mais je ne peux pas dire que c'est complètement exclu. J'ai des phénomènes qui montrent que les esprits bougent et parfois les esprits peuvent bouger très vite. Voilà, en gros, la réponse, disons, que je peux vous faire à votre question. Oui. Alors, vos exemples et puis vos modèles que vous venez d'exposer, merci, sont très centrés sur l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, mais on a vraiment l'impression que le reste du monde en est exclu. Lui qui a du mal déjà à faire progresser ses systèmes de santé, son système agricole, et dont on ne veut pas permettre une augmentation quelconque, théoriquement, hein, de consommation de produits fossiles qui pourtant lui seraient indispensables pour sortir du degré de pauvreté dans lequel il se trouve. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Et j'ai bien entendu vos exemples, mais ils ont l'air tellement merveilleux et marginaux qu'on se demande s'ils ne sont pas simplement une petite étoile dans un ciel noir. Oui, on peut effectivement se poser cette question. Alors, maintenant, si on considère, si vous voulez, la relation énergie-climat, même presque dans les deux cas, même pratiquement avec le fossile sans changement climatique, on est un peu dans un jeu à somme nulle. Il faut savoir que quand vous avez un gisement de pétrole, ça ressemble à peu près à un paquet de cornflakes. Et donc, vous pouvez manger le premier paquet, la première moitié du paquet de cornflakes. Ensuite, pour aller chercher les cornflakes, un cornflakes de la deuxième moitié du paquet, vous avez besoin d'un peu plus d'un cornflakes. Donc, vous arrêtez assez vite. D'accord? Ensuite, quand le gisement le permet, et c'est le cas, c'est encore le cas aux États-Unis, ça pourrait être le cas en Russie, une fois qu'on a mangé jusqu'à la moitié du paquet de cornflakes, on peut manger la partie supérieure du paquet. Ça s'appelle huile de schiste et gaz de roche-mer. D'accord? Et c'est ce qu'on a fait avec les États-Unis. On pourrait peut-être le faire avec la Russie, mais après... Donc, on est grosso modo, que ce soit pour le climat ou que ce soit pour l'énergie, on est grosso modo dans un jeu à somme nulle. Donc, si je veux qu'effectivement, ceux qui n'ont rien atteignent... En fait, ce qu'il faudrait, ça serait à peu près un niveau de vie moyen sur la planète de 15 000 $ an par personne. 15 000 $ an par personne, ça vous permet justement, mon Costa Rica, etc. Et là, aujourd'hui, on doit être à moins de 10 000. Si on divise tout par l'ensemble d'habitants. Donc si on veut qu'effectivement tout le monde puisse être à ce standard, ça veut dire que ceux qui se goinfrent à 40 000, 50 000, parfois 80 000 $, et c'est les moyennes, hein, c'est pas les gens les plus riches, il faudrait qu'eux acceptent de diminuer. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné, on est bien d'accord. C'est ça que ça veut dire. C'est pas autre chose.
moi, ce que je peux vous montrer, c'est la plausibilité terrestre. Alors, il ne faudra pas que ça dure trop longtemps, le fait qu'on soit 8 milliards, mais bon. La plausibilité terrestre de passer le cap en s'en sortant. Si on avait une humanité raisonnable, je ne vous ai pas dit qu'elle l'était. Je vous dis simplement, c'est possible. Évidemment, après, il faut que la population redescende. Mais 8 milliards avec le Costa Rica, ou 8 milliards avec Ceylan, ça passe. Et là, je suis sur la moyenne, hein, évidemment, au Costa Rica, ça, et bien sûr qu'il y a des écarts. Là, je fais comme si c'était moyen, hein, comme si les gens étaient vraiment représentés la moyenne. Bon. Donc, et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que si on voulait quelque chose de plus juste, qui permette à l'humanité de passer la rampe, de redescendre ensuite en termes de démographie, pour reprendre un petit peu d'aise, ça serait possible. Imaginez qu'on ait une espèce intelligente et un peu généreuse. Là, je demande évidemment quelque chose d'absolument absurde, mais imaginez que je l'obtienne. Mon espèce humaine, elle passe. Elle passe la rampe, elle passe l'épreuve, elle vit plus difficilement. Certes, parce que de toute façon, on est déjà dans l'anthropocène, on a déjà pété pas mal de choses, mais vivre sur Terre est encore possible. Et on peut encore y avoir du bonheur. Mais là, attendez, qu'est-ce que je demande? Je demande une espèce intelligente. Beaucoup demandé. Alors, est-ce qu'elle deviendra? Vous savez, on peut avoir des surprises. Hein. Vous prenez du 2e siècle de l'Empire romain, fin du 2e siècle jusqu'au début, enfin, disons, milieu du 4e, quand il y a la conversion de l'Empire, bah, vous avez une conversion des élites, c'est des honoratis. Les honoratis, si vous voulez, c'est tous les gens riches à Rome. Ok? C'est une mode. Beaucoup se convertissent au christianisme. Et en se convertissant au christianisme, ils adoptent un mode de vie qui n'est plus du tout romain, qui est beaucoup moins dispendieux. Donc ça arrive que les élites deviennent raisonnables. Je ne vois pas bien ça autour de nous, hein, mais en tout cas, on ne sait jamais. Ça s'est produit dans l'histoire. Vous avez au Japon, le Japon à un moment donné, c'est la Edo, de quelque chose comme le XVIIe siècle, le XVIIIe, je ne sais plus. Là, les Japonais ont beaucoup déforesté, ils se sont laissés vraiment aller, et là, c'est l'empereur qui impose une discipline à tout le monde. Les Japonais, c'est ça la ceinture. Ils passent la rampe. Et vous avez le 3e exemple que je peux vous donner, c'est, donné aussi par Diamond, celui-là, c'est l'Islande. Quand on rentre dans le petit âge glaciaire, ils comprennent qu'ils doivent changer. Et là, c'est l'ensemble des grands propriétaires de cheptels qui décident tous de réduire avec la même proportion leur cheptel. Et ils passent la rampe. Alors, est-ce qu'à Wall Street, on va adorer la sobriété? Bonsoir. Allez-y. Comment arriver à sensibiliser les gens à consommer pas moins mais différemment en fait, ce qui serait bénéfique pour tout le monde? Bah, moins est mieux, mais moins, oui, ça, de moins on n'y échappe pas, pour la plupart des gens. Hein. Et même si vous prenez un occidental, par rapport à d'autres, même si ici il est un peu dans la mouise, si vous comparez à d'autres, voilà. En tout cas, on doit consommer moins, mais beaucoup plus intelligemment. C'est-à-dire que si vous avez des objets, par exemple, qui durent beaucoup plus, qui sont modulables, réparables, etc., bah, évidemment, réparer un objet, c'est pas tellement de flux, il n'y a pas de surcroît de flux de matière, assez peu de surcroît de consommation d'énergie. Donc, c'est tout le système économique qu'il faut repenser. L'idée, c'est comment repenser un système économique qui nous permette de vivre bien, mais plus avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne suis même pas sûr qu'on vive beaucoup mieux aujourd'hui. Moi, je ne vois pas en quoi je vis mieux maintenant que je ne vivais quand j'étais jeune, dans les années 70. Alors, évidemment, je n'avais pas de iPhone à l'époque. Quel était le problème? Je ne savais même pas que ça existait. Bon.
Ça n'existait pas. J'avais aucun problème, je ne risquais pas d'être frustré. Ça serait frustrant. Le problème aujourd'hui, c'est que nous qui avons connu autre chose, nécessairement, on va passer par une phase de frustration. Mais pour ceux qui vont nous suivre, il n'y a aucune phase de frustration. Et encore une fois, il ne s'agit pas de faire comme Diogène, d'aller vivre dans un tonneau, hein, les amis. Il s'agit simplement de vivre de façon plus raisonnable. Au bout du compte, on va sans doute vivre mieux. Mais on aura moins de babioles. Mais on sera peut-être dans un environnement plus beau, plus sain. Ben, moi, je trouve pas ça mal. En plus, si on a le choix entre ça et crever à 50 degrés, moi, j'hésite pas une seconde. Et comment arriver à convaincre les industriels ainsi que les citoyens d'utiliser Bah, des énergies renouvelables comme le bioéthanol pour carburant ou le solaire pour tout ce qui est... Alors, je Il y a vais... une transition à faire. Oui, non, mais la transition, c'est pas encore gagné. Hein. Qu'est-ce que sera... Alors, je reviendrai après aux industriels, parce que ne les homogénéisez pas. Les industriels, ils sont comme nous. Hein. C'est des gens très différents. Ceux qui sont dans un référentiel Picor, il faut déjà le faire. Hein. C'est déjà pas mal. Ils font vraiment beaucoup d'efforts. Vous en avez qui font beaucoup d'efforts, et vous avez des cochons et des goinfres. C'est comme nous. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit différent pour eux. Ensuite, si vous voulez... si je prends le scénario énergétique du futur, franchement, c'est pas simple. Hein. Il faudrait effectivement qu'on arrive à sortir du fossile et qu'on en sorte assez vite. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit, comme on dit, la neutralité carbone en 2050. Et il faudrait qu'on ait baissé vraiment de manière très importante dans la décennie qui vient. Ça commande presque tout le reste. Hein. C'est pas évident. Hein. Déjà, la situation énergétique, elle est très différente d'un pays à l'autre. Si vous prenez les pays qui sont au monde les pays les moins carbonés, vous avez la Norvège. C'est le moins carboné de tous. Et pourtant, ils ont des gisements pétroliers, mais ils les exportent. Et donc, eux, l'essentiel, c'est comme le Québec, l'essentiel de leur énergie est hydroélectrique. Donc, c'est le mix énergétique pour l'électricité. Attention, pour l'électricité, c'est le mix énergétique le moins carboné au monde. Juste après, vous avez la Suède. Ils ont pas mal aussi de ça, mais ils ont aussi 30% de nucléaire. Ensuite, vous avez la France, mais 70% de nucléaire. Après, vous avez la Suisse. Ça doit être déjà à peu près à égalité avec la France pour le mix électrique. La Suisse, c'est 40% d'hydroélectricité, 40% de nucléaire. C'est 40% de nucléaire, 60% d'hydroélectricité. Oui, 60% d'hydroélectricité. Voilà. Et il y a un petit résidu thermique, mais presque plus rien. Pratiquement rien. Bon, mais il y a une petite partie importée quand même de thermique, hein, non? Ou de nucléaire français. Mais... Le bilan. Voilà. Le bilan, il est quand même très bon. Et puis après, mais alors déjà bien au-dessus, vous avez un pays comme le Danemark. Le Danemark, c'est 75% de NR, dont dedans 10% de biomasse. Le reste, ça doit être du thermique, mais ils importent une partie non négligeable de l'électricité qu'ils consomment. Et puis toute la difficulté aujourd'hui, c'est que sur les plans, on voit comment on pourrait avoir un système. Alors là, je ne parle pas des pays qui ont une grosse part d'hydroélectricité, parce qu'ils ont une part de leur production énergétique qui est, comme on dit, pilotable. Mais la plupart des pays au monde ont très peu d'hydroélectricité, certains rien du tout. Donc on ne peut pas du tout, et par exemple la Suisse, on ne peut pas du tout en faire l'exemple. Pas de sens. C'est un pays de montagne, c'est très, très à part. Et donc là, la difficulté, c'est qu'effectivement, l'essentiel, même quasi-totalité, devrait être des ENR. Et là, très vite, on tombe sur le problème du stockage. Donc les techniques aujourd'hui, c'est hydrogène, c'est méthanation, gaz, et simplement, on pense que c'est faisable, mais on n'a aucun pays qui fonctionne encore comme ça. Et on est loin d'avoir résolu tous les problèmes en termes justement de stockage, de pilotage du réseau, etc. Si jamais on n'y arrivait pas, c'est l'horreur. C'est-à-dire que vous avez d'emblée, effectivement, tout le monde va se rabattre sur le nucléaire. Avec très vite une tension sur l'uranium 235, sans parler des autres problèmes. Donc notre avenir énergétique, il n'est pas évident. Il y a encore une partie du chemin qui est à faire. Il n'est pas encore fait. Tant qu'il n'est pas fait, je ne peux pas dire que je suis sûr de ça.
C'est un énorme problème. Donc voilà, on a cette grosse incertitude qui est devant nous, mais on a intérêt à essayer de mettre le maximum d'argent dans ces capacités de stockage dont je parlais tout à l'heure, qui permettraient à la plupart des pays de pouvoir fonctionner avec des ENR. Mais par exemple, une éolienne, si vous voulez, en mer, ça peut aller de 10 à 15 mégawatts par éolienne, hein, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Donc, mais tous les pays n'ont pas des côtes, bon, etc., etc. Donc, la donne énergétique du monde aujourd'hui, le chemin n'est pas encore tout tracé. Il y a des chemins théoriques qui sont tout tracés, mais ils sont qu'en partie, ils sont pour une grande partie encore théoriques. Donc voilà. Maintenant, imaginons que ça soit résolu. On a des problèmes anthropologiques qui sont énormes. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est la richesse qui détruit, on a un resserrement général. On ne voit pas l'espèce humaine telle qu'elle est aujourd'hui l'accepter. Mais il y a d'autres époques où l'espèce humaine acceptait ça sans aucun problème. Pendant des centaines de milliers d'années, on a vécu avec une forme d'égalité extrêmement forte. Bon. Donc, on est face à des défis gigantesques. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de moins bien vivre, c'est sans doute peut-être même mieux vivre. Mais encore une fois, avec l'idée d'un optimum. Ça, la chose dont on doit absolument sortir, c'est, si vous voulez, c'est l'idée d'une accumulation indéfinie d'énergie et de matériaux. Ça détruit le caractère habitable de cette planète. Est-ce que vous pensez qu'il faut stopper le progrès pour stopper la pollution? Non, pas stopper le progrès, il faut le réorienter différemment. Ce que je viens de dire tout à l'heure, arriver à avoir un réseau qui fonctionne avec des capacités de stockage, c'est du progrès. C'est un progrès technique sophistiqué. C'est pas évident du tout. Alors après, on a aussi des problèmes pour l'éolien, des problèmes dont on parlait tout à l'heure de biodiversité, etc. C'est toujours très compliqué. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'énergie, elle est constante dans l'univers. C'est le premier principe de la thermodynamique. Deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie, donc si elle est constante dans l'univers, les hommes ne la produisent pas. Les êtres humains la captent. Ils la transportent, ils la transforment. Pour capter l'énergie, pour la transporter, pour la transformer, on a besoin d'énergie et de matériaux pour lesquels on a besoin d'énergie. Donc l'énergie, c'est toujours un ratio énergie sur énergie. C'est le ratio entre l'énergie que je mobilise et l'énergie que je capte. Donc il n'y aura jamais d'énergie infinie, ça n'a aucun sens. Et Dieu merci, on est tellement con que si l'énergie est infinie, on pèterait tout. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'énergie en soi qui est destructrice, c'est pas simplement parce qu'elle est carbonée. L'énergie, c'est la possibilité de transformer l'environnement, de chauffer, de déplacer. C'est l'unité de mesure de notre capacité à détruire notre environnement. Donc, il faut qu'on arrive à trouver un optimum énergétique avec le moins de conséquences possible, et ça en aura toujours. Et en essayant de définir des modes de vie qui sont des modes de vie nouveaux. Et des modes de relation entre nous qui sont nouveaux. Waouh, ça fait beaucoup. Donc sans doute on va tâtonner, sans doute ça va être difficile, sans doute on va passer par des difficultés. Mais je ne peux pas exclure qu'à terme, l'humanité s'en sorte. Là, si elle ne veut pas entendre, ben vous avez vu les courbes. C'est très clair. On va se dégringoler. Et on va se taper dessus. Ça peut être formateur. Mais à quel point? Soit on est vraiment intelligent à l'avance, c'est pas exclu. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on sache dès maintenant qu'on doit réorienter les choses et avoir d'autres cibles. Et l'optimum. Et plus le maximum. Vous n'avez pas parlé de l'énergie solaire. Est-ce que c'est volontaire? Ah non, non, pas du tout. Ça fait partie des ENR, j'en ai parlé indirectement. Mais c'est pas une énergie, c'est une énergie qui vient au-delà de la Terre. Oui, bien sûr, en elle-même, elle est hyper abondante. Le principe de... Mais oui, mais pour la capter, c'est pareil. Pour la capter, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de matériaux. Soit, comme le rêvait, comment il s'appelait, Vernadsky, le savant russe des années 20-30, soit on se transforme en être autotrophe. Si vous êtes capable, en regardant le soleil, de vous nourrir, Dieu ne plaise.
Et là, ok, vous allez faire comme une plante, hein, vous allez capter l'énergie du soleil. On ne sait pas faire. Hein, bon. Ok. Donc nous, on a besoin d'énergie pour capter de l'énergie. Et déjà en tant qu'animal, on bouffe des plantes. Et donc, nous, on fait un peu plus que bouffer des plantes, on va aller chercher de l'énergie. Alors ça commence avec le vieil éolien, les moulins à vent, l'énergie animale, l'énergie humaine, etc. Mais, et c'est pareil, les esclaves d'autrefois, ça se nourrissait. Hein. Toujours un ratio entre l'énergie qu'il dégageait et l'énergie dont il avait besoin. Ça, vous n'en sortez pas. Le soleil ne change rien à la donne. Pour capter du soleil, vous avez besoin de matériaux. Alors aujourd'hui, on sait produire des panneaux solaires et d'énergie. On sait, si vous voulez, on sait, autrefois quand on produisait des panneaux solaires à couche mince, eh bien si je regardais un panneau solaire, si je regardais par kilowattheure produit les métaux qu'il mobilisait, c'était affreux, c'était infiniment pire qu'une turbine électrique de barrage. On a fait des progrès. On en fera d'autres, mais qui dit progrès, et je réponds à votre question sur le progrès, non, il y a un progrès technique qui... le progrès technique ne doit pas être le moteur. Dans le système qui est le nôtre, il est le moteur. Le progrès technique, il doit être finalisé en fonction des défis collectifs auxquels on est confronté et par rapport à une finalité de vie en harmonie. Et là, oui, vous pouvez le repenser, le progrès technique. On le fait déjà aujourd'hui. Quand on recherche, si vous voulez, les techniques de stockage, on finalise le progrès. Et on essaie de répondre à une difficulté énorme qui est celle de l'intermittence des ENR. Donc oui, le soleil, bien sûr, c'est très important. Et le soleil, c'est sans doute pas une technique mature. Alors, moi, j'avais lu que l'éolien était mature. Non, là, j'en apprends tous les jours. On continue à faire encore quelques progrès. Mais la marge de progrès, elle reste très étroite aujourd'hui. Pour le soleil, elle reste importante. Je voudrais revenir sur les aspects sociétaux, en particulier le modèle économique dominant, qu'on a su bien exporter partout. Hein, sur la planète. Il est mondial maintenant. Il est mondial. Que pensez-vous de sa capacité à se remettre en question? Parce qu'on voit très bien aujourd'hui, je pense que vous n'allez pas le contredire, c'est que ce modèle-là, c'est lui qui nous pousse à produire, consommer, et ainsi de suite. Il ne marche que si on est dans le plus. Exactement, tout à fait. Quelle est sa capacité, vous, à se remettre en question? Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous voyez déjà des prémices d'évolution? Quel est votre avis sur le sujet? Comment dire, moi, évidemment, la réponse facile, on ne s'en sortira pas si on ne culbute pas de capitalisme. C'est peut-être pas aussi caricatural et frontal. Est-ce qu'un régime, comment dire, alors il n'y aurait plus grand-chose à voir avec le capitalisme d'aujourd'hui, si vous voulez, mais est-ce qu'un capitalisme serait capable de fonctionner avec un plafonnement des flux financiers? Ça paraît totalement contradictoire. En même temps, je ne sais pas. Écoutez, c'est l'avenir qui répondra. A priori, ça semble difficile, ça semble être contradictoire avec le moteur, hein, le moteur qui est le plus. Est-ce qu'un capitalisme hyper régulé, plafonné dans ses flux, peut se maintenir? Si on ne sait pas, je ne peux pas vous répondre. Et donc, moi, je laisse les choses ouvertes. Je dirais, a priori, on aurait tendance à dire non. Vous n'y croyez pas vraiment, ça se sent. Non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que le système qui est le nôtre est capable de se freiner, de se réguler au point où il arrive à mettre un terme, si vous voulez, ou alors il laisse des poches où les aspects matériels et énergétiques sont infinitésimaux? Je ne sais pas. A priori, on va répondre non. On est tellement surpris dans la plasticité de certaines institutions humaines que je ne serais pas aussi affirmatif. Je dirais probablement non, mais je ne veux pas exclure que oui. Et je vais vous dire, en fait, au fond, je m'en fous.
Moi, ce qui m'importe, c'est est-ce qu'on va réussir à sortir de la folie. Si on en sort par un système économique qui a maintenu certains mécanismes et qui a plafonné tout, où est le problème? Mais c'est pas celui qui existe. Ah non, celui qui existe, c'est l'inverse. Lui, il nous mène tout droit dans le mur. Mais vous avez des gens qui ont certaines manettes et qui en sont eux-mêmes assez persuadés. Justement, vous aviez un pied dedans quand vous étiez avec Nicolas. Vous avez vu qu'est-ce qui bloque? Ah ben là, vous avez des lobbies qui bloquent de façon très claire. Attendez, non mais alors ça a été même plus qu'un blocage. Quand vous regardez l'industrie pétrolière américaine, on sait, c'était documenté par la justice américaine, et ça a été le cas d'ailleurs pour Total aussi, disons-le, ça a été rendu public de manière beaucoup plus récente, mais une firme comme Exxon a produit de la recherche sur le climat dans les années 70, et de la bonne recherche. Ils savaient très bien où on allait. Ils ont dépensé, ils ont réussi. Eux, les charbonniers américains, ils ont réussi à ce qu'un guignol comme Trump puisse être au pouvoir. Et ils ont réussi, alors est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas il y a quelques années, ça n'a pas dû changer beaucoup, la moitié des Américains étaient climato-sceptiques. C'était très simple, vous étiez républicain, vous étiez climato-sceptique. Vous étiez démocrate, vous n'étiez pas. C'est débile, c'est comme si on entrait en religion, quoi. C'est mon crétin, rien à voir avec ça. Et donc, manifestement, début des années 80, ce n'est pas le cas. Donc là, il y a vraiment, on a des gens qui, pour maintenir leur richesse, ont cyniquement. Oui, l'industrie du tabac a fait la même chose, mais l'industrie du tabac, si vous voulez, c'était différent. C'est-à-dire qu'ils disaient au moins leur gosse de ne pas fumer. Pour le pétrole, c'est plus difficile, c'est la planète, si vous voulez, c'est pas. Ça devient global. Donc voilà, vous avez des gens qui sont des gens complètement cyniques. Enfin, il y a des gens qui sont prêts à tuer, à couper la tête d'un autre. Donc qu'il y en ait d'autres qui sont capables de flinguer tous les autres par le pétrole et pas avec un couteau, une machette, ça ne devrait pas vous étonner. Je vous disais, on est une espèce très bizarre. Donc voilà, bien sûr. Mais en même temps, vous avez des gens qui ont fait de l'argent et qui se disent non, je ne peux pas me regarder dans ma glace si je continue comme ça. Vous avez tout dans le genre humain. Après, le problème, c'est que si vous avez 1% de cinglés, c'est pas bien grave. Si vous avez 75 millions d'électeurs qui votent Trump, ça devient très grave. Et alors, l'enjeu, est-ce que c'est pas aussi... Peut-être, on va peut-être laisser madame qui a son micro, qui essaie de parler depuis 10 minutes. C'est la première fois que j'arrive pas à parler d'ailleurs. Moi j'ai été étonnée sur un de vos graphiques où vous disiez que c'est le transport qu'il faut réduire de 80%, alors que j'avais plutôt entendu dire que c'était l'alimentation. Mais c'est tout. Et qui est assez, enfin l'alimentation c'est quand même assez facile à changer. Et puis pour rebondir sur la question du jeune homme, moi je me souviens, il semblerait qu'on a su quand même se mobiliser sur le trou d'ozone, et donc là on a su réagir et interdire les choses. Ce qui est aujourd'hui, alors que l'on sait ce qui va nous arriver, fait qu'on n'y arrive pas. C'est ma deuxième question. Et l'autre, c'est que aujourd'hui, l'énergie la plus facile à extraire et à consommer, et dont on a le plus devant nous, c'est le charbon. Il y a 150 ans, grosso modo, le charbon. Qu'est-ce qui peut nous amener à laisser quelque chose qu'on a à portée de main, à ne pas l'utiliser? Dans le fond, l'humain a toujours fait ça. C'est-à-dire que quand on a quelque chose à portée de main qui participe à notre confort ou à ce qu'on imagine être notre bonheur, ben on le prend. Voilà. Alors, et comment on peut faire cette mutation, en fin de compte, en se disant, ben, on peut avoir une grande maison, on peut être chauffé correctement, on peut prendre l'avion, et on ne va pas le faire au nom d'une humanité que vous avez quand même plus ou moins dit qu'on était crétins. Voilà, est-ce que... voilà, merci. Ok, alors attendez, il y a plusieurs questions. Je vais peut-être répondre sur les transports, alimentation, etc. Dans nos pays, les transports, c'est une grande partie de l'énergie fossile qu'on consomme.
Et c'est au moins un gros tiers, je pense, et parfois ça peut être jusqu'à la moitié, des gaz à effet de serre qu'on émet. Donc, si vous voulez, se restreindre sur le reste sans changer ça, c'est très difficile. Maintenant, c'est sûr que résoudre ce problème quand on a laissé pendant des décennies, et puis évidemment on ne pensait pas à ça, se disséminer l'habitat, laisser s'installer le fait qu'on avait un lieu de travail qui pouvait être très distant du lieu de résidence, tout simplement parce que c'était trop cher en ville et on payait beaucoup moins cher avec des revenus faibles. Voilà. Évidemment, les gens n'ont aucune responsabilité individuelle dans ces situations. C'est-à-dire que si on veut arriver vers ça, c'est sûr que si vous ne les aidez pas et que si vous n'accompagnez pas le changement, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Ça, c'est très clair. Ça, c'est la première chose. Donc, difficile, vu la hauteur, si vous voulez, des carburants, de rester là-dessus. Maintenant, et suivant le problème, c'est plus ou moins la solution à trouver, plus ou moins facile. Aujourd'hui, faire une maison qui consomme très peu d'énergie, on sait faire. Réhabiliter un ancien bâtisse, c'est un petit peu plus difficile, même beaucoup plus difficile, mais on peut encore arriver à faire. Évidemment, rapprocher les lieux d'habitat, des lieux de travail, etc. Avoir une régulation de fait que même si vous avez des bas salaires, vous allez trouver de vous loger dans un centre-ville où il y a de l'emploi, ça demande une régulation publique plus forte, mais ce n'est pas non plus impossible. Si vous voulez, si on va là-dedans, dans ce combat en ordre dispersé, en disant débrouillez-vous les uns les autres, on n'y arrivera pas. Si on y va dans un esprit de justice et dans un esprit de solidarité, on peut y arriver. Quand les Gilets jaunes ont protesté parce qu'on augmentait de 3 centimes la taxe sur le gazole, même moi qui suis très écolo, je leur donne raison. Parce que eux, ça allait devenir très vite impossible pour eux. Donc ce n'était pas du tout une solution. Moi, je préférerais les quotas aux taxes. Mais bon, pas se lancer dans ce débat, mais si vous rentrez dans la transition écologique sans le souci de ceux qui sont le plus en difficulté, niet. Ça ne sert à rien. Vous n'y arriverez pas. Et si les gens s'accrochent à certains privilèges, on n'y arrivera pas. Alors, maintenant, pour revenir sur certaines choses. Le charbon, vous avez raison, c'est l'énergie fossile la plus abondante sur Terre et celle dont les marges sont les plus importantes. Attention, par endroits, ça peut être compliqué. On s'interroge maintenant pour savoir si la Chine n'entre pas dans son pic pour le charbon. Mais effectivement, on ne s'en sort par rapport au changement climatique, et pas que le changement derrière, vous avez l'effondrement de la biodiversité, tout ça va avec. On ne s'en sort que si on accepte de laisser des ressources qu'on pourra exploiter. Sans ça, c'est pas la peine. Alors, quand vous dites jamais les hommes, non, c'est pas vrai. Vous prenez par exemple les forestiers allemands, jusqu'au milieu du 19e siècle, quand ils abattaient un arbre, ils demandaient pardon. Demander pardon quand vous abattez un arbre, ça veut dire que vous n'allez pas être avec votre hache, vous allez flinguer toute la coupe. Non, traditionnellement, les hommes ont fait l'inverse de ce que vous croyez. Ils ont su se contenir. C'est nous, alors ça revient à la question du capitalisme de tout à l'heure, c'est nous qui avons construit une société et on est devenus incapables de se construire. On est des enfants. On se conduit comme des gamins. On est incontinent. D'ailleurs, la preuve, c'est dès qu'on va vous empêcher d'être incontinent, vous dites « Ah, écologie punitive ». Attendez, vous allez avoir des cinglés, si vous voulez les contenir un peu, sinon on n'y arrivera pas. Mais il faut que ce soit juste. Et il faut trouver, là où elles sont possibles, des alternatives. Là où elles sont possibles, elles ne sont pas possibles pour tous sur certaines choses, c'est simplement moins sec. Par exemple, l'avion, on peut soit dire bah, c'est les plus riches qui en ont encore, pas forcément génial, mais on peut raisonner ça en termes de quotas. C'est-à-dire que dans sa vie, on a un grand voyage et on aura le droit de prendre l'avion. Vous avez vu que dans ce schéma-là, vous avez encore des avions. Alors, après, quand on a des carbone, des amis, ça va devenir plus difficile. Mais et en quoi ça nous rendrait moins malheureux? Moi qui, pour des raisons professionnelles, ai pris assez souvent l'avion, je n'ai aucun plaisir. Si vous êtes dans n'importe quel aéroport, vous trouvez toutes les mêmes merdes. Quel est l'intérêt? Moi j'allais pour des raisons universitaires, des colloques, machin, je ne voyais jamais rien. J'allais dans une salle qui ressemblait à celle-là,
dans un aéroport qui ressemblait à celui-là, pour retrouver une salle qui ressemblait à celle-là, un aéroport qui ressemblait à l'aéroport d'origine. Et tout ça pour cracher du carbone. Franchement, pas très intéressant. En revanche, si vous avez un voyage dans votre vie, vous allez, un grand voyage, vous allez le préparer, etc., vous allez découvrir des lieux différents, on vit autrement, etc. Et là, ça va être une sacrée fête. Oui, mais vous nourrissez pas, enfin, vous faites pas marcher une industrie de l'aviation avec moitié moins d'avions. Même si effectivement, je suis très sur les ondes en ce moment, la 5G ne peut fonctionner alors qu'elle ne va profiter, en fin de compte, elle n'est nécessaire qu'à une toute petite minorité dans les centres hyper-urbains et encore. Mais pour que les sociétés qui nous vendent ces choses-là puissent en vivre, ils sont obligés de les vendre à part tout le monde. Obligé, non, justement. Si le résultat de l'obligation, c'est de crever, je ne pense pas qu'ils sont obligés. Mais le système dans lequel on est, c'est la question de tout à l'heure. Le système dans lequel on est, effectivement, on impose ça. Alors en plus, il faut se méfier parce que la 5G, il y a plusieurs fréquences. Hein. Bon. Mais bon. Et pour le moment, c'est plutôt de la 4G+, que les gens ont. Mais bon, d'ailleurs, franchement, on voit pas tellement la différence, hein, bon, peu importe. Mais bon, donc là, oui, si on ne veut pas changer le système, si on ne veut pas changer les ressorts, ça, on n'y arrive pas. Et donc, si vous voulez, le système capitaliste a eu un intérêt qui était de créer de la richesse comme on n'avait jamais créé, d'avoir une inventivité technique qui avançait comme elle n'avait jamais avancé, encore que je vous dis tout de suite, toutes les grandes avancées, elles sont faites pendant les guerres. Bon. Mais, ok, ça, d'accord, mais c'est plus le besoin qu'on a aujourd'hui. Plus du tout. Absolument plus. Donc pourquoi on continue à prendre une recette qui détruit l'habitabilité de cette planète, qui fait exploser les inégalités, qui pète la santé, et qui ne procure même plus le plein emploi? Parce que si vous poussez jusqu'au fond la logique, regardez le numérique aujourd'hui, vous allez vous retrouver dans l'Empire romain, hein. C'est-à-dire des masses au chômage pour des poches de richesse hyper concentrées. Ce système devient absurde. Donc pourquoi on le continue? Donc effectivement, si on change de système, on change de système. L'économie, c'est des règles. Si vos opérateurs ne s'en sortent pas, c'est parce que les règles font qu'on ne s'en sort pas. C'est comme les échecs. Si vous voulez jouer aux dames avec un jeu d'échecs, vous aurez des problèmes. Et vice-versa. On doit changer les règles. Vous avez des gens qui font tout pour qu'on ne les change pas. Et vous avez pas mal de gogos qui les applaudissent. Ah, tant qu'on sera là, les amis, on aura du mal à changer. On va vous laisser la parole parce que vous... Voilà. Merci. Ma question, en fait... Dernière question. C'est comment avoir le droit de parole. Justement, vous nous dites, pour espérer un changement, il faudrait que les gens sachent. Et pour pouvoir espérer pouvoir diffuser une vignette comme celle-ci, et pour qu'elle soit crédible, parce qu'elle va se faire démonter par les climato-sceptiques, ou des messages sur les réseaux sociaux qui font avaler les couleurs, comment aujourd'hui, on va rentrer dans une époque de débat, on en voit tous les jours des débats, comment justement avoir un temps de parole pour pouvoir exposer et espérer justement qu'une majorité des gens sachent et puissent se faire un avis et faire changer les choses. On est bien d'accord, c'est là que le bas blesse, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a laissé faire un système, si vous voulez, par cette logique marchande, on a laissé s'installer un système d'information qui est absolument délirant. C'est-à-dire, je ne veux pas jouer aux nostalgiques de RTF, hein, mais quand vous aviez une chaîne de télévision ou deux chaînes de télévision, ce qui était dit dans cette chaîne s'adressait à tout le monde, sans exception. Et en fait, au bout du compte, tout le monde partageait une idée assez semblable de la réalité. Vous pouviez ensuite, par les journaux, par la presse plus spécialisée, par le livre, approfondir certains aspects, mais disons la réalité brute, initiale, elle était partagée par toute la population. Souvenez-vous, il y a quelques années, Fox News raconte qu'il y a eu un attentat en Suède, Trump insulte les Suédois, il n'y a eu aucun attentat en Suède.
Donc on en est là. C'est-à-dire que pour qu'une chaîne commerciale fonctionne, c'est un peu comme pour une primaire, hein, il faut chercher le truc le plus étroit, le plus pointu. Fox News ne marche que parce qu'il raconte n'importe quoi. Si vous avez un journaliste de CBS qui se met à prendre l'antenne à l'heure de la plus grande écoute sur Fox News, la chaîne s'effondre. Et les chaînes commerciales, elles ne fonctionnent que si chacun a sa niche. Et la niche, pour la maintenir, il faut aller de plus en plus loin dans le même sens. Vous ajoutez à ça les réseaux sociaux. YouTube, c'est très clair que ce que vous allez voir avec la prochaine campagne électorale, bon là, moi je me souviens, la précédente campagne électorale, bon, pas une affinité immense avec le personnage, mais on disait de Macron qu'il était pédophile, c'est n'importe quoi. On a bien des choses à lui reprocher, mais là, non. Et c'était simplement décrédibiliser l'information courante pour venir chercher l'information zinzin sur YouTube. C'est 8, non, c'est News plutôt. C'est News, non, c'est 8, c'est pas mal. C'est News. Et donc, ça... et après, vous avez les moteurs de référence. Imaginez, aux États-Unis, vous avez 16% de platistes, et 9 en France. 16% de la population qui pense que la Terre est plate. Les gars, ils n'ont jamais regardé le Soleil ou la Lune. Vous avez déjà remarqué qu'elles ne sont pas tout à fait plates. Alors ils vont dire, il y a des croissants et tout. Bon, ok, d'accord. De temps en temps, tu vois bien qu'elle est quand même ronde. Bon, le Soleil, tu vois bien toujours qu'il est rond. Bon, pourquoi imagines-tu que la Terre est plate? Bon. Et donc, c'est parce qu'ils sont entretenus. Parce qu'il y a tout un réseau. C'est-à-dire que ça devient une croyance sous-sociale, mais sociale, avec le même effet qu'une croyance sociale. Donc en fait, on a créé un système d'information qui rend les gens incapables de partager une réalité commune, de se Moi, quand j'étais gamin, qu'est-ce qu'on voyait à la télé? Claude Santilli, etc. On prenait les grands chefs-d'œuvre de la littérature, on les rendait accessibles à monsieur et madame tout le monde. C'était génial. Faites un Claude Santilli aujourd'hui, vous avez 0,0 point d'audience. Bah, évidemment, on a fait une machine à faire des crétins, donc ça a bien réussi. Et tant qu'on ne pourra pas revenir là-dessus, tant qu'on ne régulera pas à nouveau l'information, on ne pourra jamais s'en sortir. Parce que chaque fois que vous aurez un effort à demander, vous aurez toute une série de gogos qui vont vous dire non. Quitte à me crever après. Hein. Donc, moi, c'est là que le bas blesse, c'est ce qui m'inquiète, et je vais m'arrêter là parce que je crois que les pompiers vont bientôt venir me chercher. Voilà, c'est ça la grosse difficulté. Voilà, merci de votre attention.